5 ans. Quand je dis prendre l'exemple de la France, ça ne veut pas dire calquer, ça ne veut pas dire transposer ce que fait la France. Aucune solution aussi séduisante qu'elle puisse me paraître ne peut être calquée, ne peut être transposée dans notre contexte, Maroc, sans tenir compte de nos spécificités sociales, économiques, etc. Et bien sûr, sans tenir compte de nos spécificités du système de santé marocain. Et puis par la suite, très rapidement, après ces deux éléments, les 5 ans de crédit nous permettent de nous préparer en termes de texte, en termes d'organisation. D'abord la création au Maroc d'un organisme de gestion de la formation médicale et des évaluations, de l'évaluation des pratiques professionnelles, dans lequel siégeront les éléments de l'État, du ministère de la Santé, de l'ANAM, du CNOM. Les syndicats sont obligatoires parce que pour financement, etc., les professionnels, etc., et tout le monde. Et au niveau de cet organisme de gestion de la formation médicale continue d'évaluation des pratiques professionnelles, on va créer en son sein 2 commissions. Une commission scientifique interne parce que nous n'avons pas encore les moyens de créer comme la France 5 commissions au départ. En France, il y a 5 commissions, je vous l'ai rappelé, mais en plus, dans chaque commission, il y a des collèges de spécialité. Vous prenez la chirurgie, vous avez le collège de neurochirurgie, le collège des urgences, le collège de traumato, etc. Donc, une commission interne au niveau de cette commission nationale. Une deuxième commission, ce sera la commission nationale de gestion du financement, de la surveillance du financement de la formation médicale continue, parce que c'est très, très, très important. Et bien sûr, commencer déjà à préparer un cahier de charges pour encourager et voir l'émergence d'opérateurs de formation médicale continue qui vont proposer des formations, qui vont être validées, qui vont être accréditées par la commission scientifique indépendante. Voilà, je pense qu'il est urgent qu'une commission nationale puisse être mise sur pied, afin que la formation médicale continue, afin que l'évaluation des pratiques professionnelles soit obligatoire au Maroc. Et de là, on va, donc ça veut dire quand je parle de l'évaluation professionnelle, quand je parle de la formation médicale, donc les deux associés, c'est le développement professionnel au Maroc qui sera obligatoire, afin que nous tous, on puisse faire de nos institutions de santé, de nos hôpitaux, des espaces de prise en charge médicale de qualité, mais aussi des espaces de formation, des espaces d'émancipation, des espaces d'excellence, à la fois humains, modernes, démocratiques, ouverts et intégrés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Charles. Bravo pour ce rappel de la formation future aux États-Unis, en France. C'est vraiment passionnant. Au Maroc, donc, si j'ai bien retenu, il y a une loi qui oblige à la formation médicale continue, et ça s'arrête là. Puis après, débrouiller. Alors, il nous a proposé quelques voies de réflexion, la création des collèges, bon point, et bien sûr, comment financer. Aux États-Unis, comme tu l'as rappelé, c'était des laboratoires, l'industrie qui finançait, et puis Obama a supprimé tout ça parce que ça a généré des conflits d'intérêts importants, comme de vie. Alors, moi, il y a un petit changement de programme, puisque le professeur Moulay Aloïd Taha ne pourra pas être avec nous. Je demandais donc de l'excuser. Il sera remplacé au pied levé par un ancien ministre de la Santé également, M. Al-Alami. Comme il va nous parler du même sujet, ainsi que Siad Wahed, je vous propose peut-être de discuter les deux conférences auxquelles vous avez assisté. Je propose qu'on termine les interventions. Tout le monde est d'accord? Je m'incline. Ok, alors je donne la parole à Siad Wahed, ancien ministre de la Santé, pour nous parler de la place de l'intelligence. Monsieur le Président, Monsieur le professeur, Monsieur le médecin, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord
m'avoir convié pour participer. C'est une grande joie pour moi. J'espère que le sujet que j'ai choisi de traiter, en fait, est un sujet un peu, disons, bateau. Parce que j'ai préféré ne pas parler des études, puisque c'est très bien traité par M. le ministre. Pour moi, j'ai estimé qu'il fallait surtout une réflexion au sujet de la recherche scientifique et peut-être, comme je dis dans le titre, l'intelligence artificielle, point d'interrogation. Est-ce que cette intelligence artificielle qui est inévitable pourrait être une des solutions pour pouvoir prendre les trains en marche? Je ne sais pas, mais peut-être que le sujet est un peu différent. Donc on peut dire que la recherche scientifique est la seule clé pour accéder à l'avenir. La connaissance et ses applications techniques sont devenues la ressource économique la plus sûre et la plus développée dans tous les domaines, dont le domaine militaire. La recherche scientifique est devenue un élément déterminant de la place technique dans le monde. À travers l'histoire de l'humanité, la force des États a été basée au début sur l'épée, la force militaire, puis sur l'argent avec l'apparition du capitalisme, et maintenant elle est basée sur la production de la connaissance. Le domaine médical est celui qui a connu des évolutions successives dans la production des nouvelles connaissances, c'est-à-dire la recherche scientifique. Nous, en tant que pays du tiers-monde, aurons de grosses difficultés à suivre cette course mondiale du fait de, premièrement, la fuite des cerveaux qui préfèrent émigrer vers des pays qui leur assureront des circonstances adéquates pour la recherche scientifique. En fait, nous avons abordé une nouvelle étape dans l'exploitation et le nouvel impérialisme. C'est ainsi c'est ainsi qu'au lieu d'exporter les matières premières comme nous l'avons tous fait, nous commençons à exporter les matières grises. Les matières grises dont nous avons besoin. Malheureusement, il est difficile de porter un jugement sur ce mouvement des matières grises vers l'extérieur parce que c'est le Maroc qui manque de structures pouvant leur assurer la recherche scientifique qui est intéressante. La particularité de la recherche scientifique dans le domaine médical est qu'elle n'est pas faite seulement à la faculté, mais plutôt au niveau des hôpitaux universitaires. Donc, si les hôpitaux connaissent des problèmes structuraux, comment pourraient-ils motiver et stimuler la recherche scientifique? Les pays développés s'orientent vers la valorisation et le développement de la connaissance, nous laissant avec de vieilles industries dépassées qui sont la source de beaucoup de problèmes dans la pollution environnementale. Actuellement, il est très facile d'accéder à l'information médicale. Le problème repose au niveau de la production d'une connaissance médicale authentique et propre à nous, mais cadrant également avec la connaissance internationale. Jusqu'à présent, nos enseignants ne peuvent assurer leur devoir en transmettant la connaissance médicale et en la dispensant aux étudiants pour permettre à ces derniers d'avoir leur diplôme. Ce qu'ils font très bien, la preuve, c'est que nos médecins vont vers l'Occident et s'en sortent très bien. En la dispensant aux étudiants pour permettre à ces derniers d'avoir leur diplôme, ce qui ne leur permet pas nécessairement d'accéder aux moyens de production de la connaissance. Très peu d'articles sont publiés dans les revues scientifiques aujourd'hui. Quant aux ouvrages scientifiques, malgré leur ouverture sur les nouvelles méthodes informatiques au niveau de l'enseignement, ces derniers continuent à se baser sur la mémorisation et l'emmagasinement du données, ce qui ne développe ni le sens critique ni l'aptitude pratique, ce qui n'est pas de
pas la production de connaissances scientifiques. Nous vivons à l'ère de la globalisation, avec toute sa complexité. Maintenant que la médecine à distance se développe à l'international, et étant incapable de participer directement à la recherche scientifique, nous risquons de devenir seulement des producteurs de malades, ce qui est finalement la seule matière première en notre possession. À l'ère de la complexité, nous devons nous adapter à toutes les nouveautés. Il faudrait développer chez les étudiants et les chercheurs d'avoir une vision globale à côté de la spécialisation. Il faut noter que la recherche scientifique est devenue dans certains pays une activité lucrative se produisant en dehors des murs de la faculté, dans le privé. Le Maroc n'est pas prêt pour ça. Les rares travaux de recherche au Maroc émanent d'efforts individuels, mais toujours heureusement au niveau du faculté. Nous vivons dans un monde changeant, qui ne donne de valeur qu'à la qualité. Il est donc nécessaire de former un médecin qui a un horizon large, capable de s'adapter à toute nouveauté. Cela demanderait une révision sérieuse des méthodes d'enseignement de la médecine afin de créer un environnement propice à la recherche scientifique au sein des facultés de médecine. Mais pour ce faire, il faudrait une vision politique transfixante et créative, capable de sonder l'avenir et de planifier pour les générations prochaines. Le constat est clair, le Maroc est en retard au niveau de la recherche scientifique. Sans recherche scientifique, nous restons des consommateurs et non des producteurs. Il s'agit là d'une problématique réelle, une catastrophe même, car le facteur humain est là, tant qu'il ne livre pas la recherche de la recherche scientifique. Comment faire pour rattraper ce retard? Bien sûr, il faut une volonté politique, des moyens financiers et matériels, de la motivation et aussi de la confiance. Mais même avec tous ces moyens, il nous serait difficile de rattraper notre retard, car l'évolution de la recherche ne nous attendra pas. C'est pour cela qu'il faut penser à parler de l'intelligence artificielle, qui pourrait, si nous nous y préparons, nous aider à prendre le train en marche lorsque elle deviendra le moteur principal de toute évolution dans tous les domaines, y compris la médecine. Dans son rapport paru en 2018, donné à l'Institut de l'intelligence artificielle, Cédric Villani écrit « Celui qui deviendra leader dans le domaine, c'est-à-dire dans le domaine de l'intelligence artificielle, sera le maître du monde. » Le Forum économique mondial a prédit dans son rapport de 2018 sur l'emploi qu'en 2025, les robots réaliseront 52% des tâches humaines. Au Maroc, l'offre en intelligence artificielle est rudimentaire en dehors de quelques percées engendrées dans de rares centres de biologie, d'oncologie à Rabat. Pourtant, le corps médical lui-même exprime un besoin d'aide à la décision, à un diagnostic plus poussé et à une imagerie plus précise, plus adaptée, plus efficace. L'intelligence artificielle n'est pas seulement le transfert sur des machines des capacités d'observation, d'analyse, de décision du cerveau humain. Mais elle dépasse les limites de notre intelligence et en propose une version plus développée grâce aux algorithmes sur lesquels elle se base. La marche vers l'intelligence artificielle ne sera pas facile, mais elle est inéluctable. Au préalable, il est nécessaire de préparer nos élèves et nos étudiants, notre enseignement supérieur, nos facultés de médecine, notre corps enseignant, nos professionnels de santé, nos décideurs et tous les acteurs de la santé à cette transition technologique. Il faut bien sûr éviter les différents écueils, notamment celui de ne pas trouver l'intelligence humaine pour réaliser le basculement vers l'intelligence artificielle à l'échelle marocaine, et on revient bien sûr à l'Afrique du Nord. Comme le système optimiste de nature, il faut éviter que l'apport de l'intelligence artificielle ne soit orienté vers une médecine d'élite ou inaccessible à tous, creusant les écarts existants actuellement au niveau de la santé et privant les citoyens des possibilités offertes par cette technologie. L'intelligence artificielle, je lis chaque fois l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle vient tout d'abord en appui au travail du corps médical, est-ce que l'on pourrait appeler une expérience patiente, dans une optique de soins améliorés à l'intérieur comme à l'extérieur des centres de soins. C'est les paroles de Karim Levy.
dans une étude de la statistique. Donc l'intelligence artificielle, en unissant ses forces à celles des médecins et en permettant d'évacuer les tâches techniques et répétitives, tout en décuplant le savoir médical, permettra aux médecins de consacrer plus de temps à la prévention et à la recherche. Enfin, le sort de l'intelligence artificielle entraîne aussi une diminution du coût de la recherche pour son enfant. En effet, grâce aux données disponibles, aux technologies, Big Data, plus besoin de créer de nouvelles données en formant de nouvelles offres, de nouveaux essais cliniques, coûteux et chronophages. Monsieur, mesdames, je pense que c'est la fin de mon allocution. Je pense qu'il est évident que le sujet concerne surtout les générations nouvelles, c'est-à-dire la jeunesse, puisque je n'ai pas parlé du côté technique, puisque je pense que c'est quelque chose qui est trop compliqué pour pouvoir l'exprimer. De toute façon, le plus important, c'est de penser à trouver des solutions pour que la recherche médicale puisse évoluer en notre pays, pour qu'on puisse rattraper le retard. Peut-être que le développement de l'intelligence artificielle au Maroc pourrait être une des solutions, si ce n'est la solution principale. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher ami. Alors, on arrive au terme de cette séance concernant les conférences. J'ai le plaisir de donner donc la parole à M. Alami, chirurgien et ancien ministre de la Santé, qui va nous parler du même sujet. Vous avez la parole. 10 minutes, 15 minutes. Vous pouvez Merci, Monsieur le Président. D'abord, tout à l'heure, tu as dit que je remplace Allah Chafi. Demain, il sera parmi nous. Je suis médecin et je crois l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien ici, des médecins marocains. Puisque lorsque j'ai commencé à faire de la médecine, la faculté de médecine au Maroc n'existait pas. Il y avait le certificat préparatoire à la médecine, c'est-à-dire le PCD, certificat de physique et de biologie, qu'on passait ici à la fac de médecine de sciences de combat, et puis on partait pour la plupart en France. Nous n'étions pas nombreux. Ma promotion était composée de 5 ou 6 médecins. Donc nous avons suivi, comme vous l'avez fait, le cursus universitaire français. C'est bien. C'est même très bien. Et ensuite, de retour au Maroc, les années 60, je peux vous dire que le Maroc n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Et je suis désolé de constater et de vivre une situation que les Marocains n'ont pas connue, ils étaient très jeunes ou n'existaient pas encore, que rien n'a été fait. S'il y a un domaine où le Maroc a évolué de façon remarquable, c'est bien la médecine. Lorsque je suis arrivé après des études de Bordeaux, après une année de chirurgien à Lausanne, j'ai atterri à Azro. Et j'ai dit au docteur Schreiber, Allah yadkuru khair, Allah dit au docteur Schreiber, Bordeaux, Lausanne, Azro. Et je peux vous assurer que c'était les meilleures années de ma vie que j'ai passées à Azro. Ça m'a permis de connaître la réalité du citoyen marocain, ce que vit le citoyen marocain. Peut-être étions-nous, dans tout et pour tout, une trentaine de médecins marocains à l'époque, dans un pays vaste, dans un pays où la santé n'existait pas, des inondations, des inondations chavilettes, donc par voie de conséquence, le palud. Et je peux vous assurer qu'on avait des dizaines de milliers de cas de paludisme. Le trachome, n'en parlez pas, je peux vous dire que la chafilette, الراجل ما عندوش قوه باش يديرها بالدبان. Et je peux vous assurer que grâce au personnel paramédical, à nos jeunes infirmières, la lutte a été menée de la façon la plus efficace contre le paludisme et le trachome, avec un groupe de médecins marocains jeunes, entre 70 et 120 décès jour dans la région de Foussima. Nabo. Et ce n'était pas de la rigolade. Ramasser dans une région du Maroc 100 décès jour avec fort peu de moyens, mais on a quand même mis un terme à cette histoire
Ceci pour vous dire que la situation du Maroc a beaucoup changé. Et si elle a bien changé, c'est en médecine. J'ai suivi les interventions de nos amis, j'ai vu que beaucoup de choses ont été faites, que chaque ministre est arrivé à un programme et il l'a appliqué, et c'est très bien, et il a toujours été entouré de personnel qualifié, d'enseignants qualifiés, et j'ai pu créer, j'ai posé la première part de la faculté de Casablanca une fois ministre. Je peux vous dire que vous avez soulevé un ou deux points, particulièrement au sujet de la médecine légale. J'étais président du Conseil national de l'ordre de 79 à 85. C'est un point que j'ai posé au ministre de l'époque, à la demande de Cécile qui était directeur du centre de psychiatrie de Saint-Louis. Les choses n'ont pas changé. J'ai reposé le même problème avec les techniques sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence, d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes réservés normalement aux humains et à certains animaux. Le mot machine ici ne correspond pas à un objet physique, mais il s'agit d'un système automatique capable de traiter de l'information. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, j'aurais souhaité que nous organisions, pas un jour, pas 2 jours, mais plusieurs jours, pour ne parler que de l'intelligence artificielle. Et faire appel à des spécialistes marocains, je suis sûr qu'il y en a, et étrangers, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Et qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est pas de la rigolade. Ce qu'on est en train de nous enseigner ici, à nos enfants, en France, aux petits Français, ne servira strictement à rien dans 5, 6, 7, 8 qui arrivent. Donc, réveillons-nous et sachant ce que nous voulons. Mais nous ne parlons que du Maroc maintenant. On parle de l'intelligence artificielle en médecine. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette intelligence artificielle, au domaine médical? Elle peut analyser toutes les données du patient, les symptômes, les antécédents familiaux, les résultats des examens, et l'ordinateur peut même engager avec l'humain une discussion collaborative afin de l'accompagner dans la prise de décision. Elle offre des possibilités sans précédent. Quel que ce soit par l'analyse ou par des données pour mieux comprendre, détecter et traiter les maladies par la robotisation. Mais ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est qu'il y a eu un séquençage, il y a quelques années, 2-3 années, de notre ADN. Et lorsqu'on a commencé à séquencer l'ADN, au début, les neurologues, les neurochirurgiens, les biologistes pensaient qu'on allait mettre peut-être 150 ans pour séquencer l'ADN. Et que ça allait commencer 100, 200, 300 milliards de dollars. On l'a fait en 3 ans. Et le premier séquençage a coûté quelque chose comme 1,5 milliard d'euros ou de dollars. Maintenant, le séquençage coûte 1000 dirhams, 10 000 dirhams. Donc, 10 000 fois moins. Et le séquençage, on peut le faire de la façon la plus simple, la plus facile. Et c'est l'avenir du monde qui est en jeu. Bien entendu, comme l'a dit Dr Fassi, nous ne voulons pas être les derniers roues de la charrette, être de nouveau les colonisés comme l'étaient, non pas au temps du protectorat, au temps de la colonisation, mais surtout au temps des Grecs et au temps des Romains qui prenaient les autres, qui travaillaient pour eux, et le travail c'était pour les esclaves. Nous ne voulons pas être les esclaves de cette évolution de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va contribuer de plus en plus à prévenir, à voir dans certains cas et sous certaines conditions, à prédire des pathologies par le biais des systèmes génomiques et surtout, comme je viens de le dire, depuis